Comment les Marocains vivent-ils aujourd'hui le rapport à la politique, entre méfiance et indifférence, quelle place pour l'engagement citoyen? Mais surtout, quel avenir construisons-nous ensemble? Pour répondre à ces questions, aujourd'hui, nous recevons Driss Jeydan, essayiste et philosophe. Driss Jeydan, bonjour. Bonjour, Fedwa Misk. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Alors, Driss, si on considère la politique non pas comme un jeu électoral, mais comme une façon de vivre ensemble, comme une manière de penser un avenir en commun, est-ce que les Marocains s'intéressent-ils à la politique? Est-ce qu'ils y croient? Je dirais qu'il faut d'abord distinguer entre le politique et la politique. Le politique, c'est ce qui ne change pas, c'est l'essentiel, c'est la structure. Et chez nous, évidemment, le politique, c'est l'État, la monarchie, le chef de l'État, le monarque. Et donc, il y a la politique, c'est-à-dire les alliances partisanes, les jeux politiques, les représentations, le langage politique même. Et je crois que de ce point de vue-là, les Marocains ont, vis-à-vis du politique, évidemment, un rapport qui est un rapport à la structure, à l'essence, à ce qui fait que ça ne change pas et que ça les tient. C'est ce qui nous tient debout, hein. C'est notre être politique. Et puis, il y a évidemment des choses qui relèvent à la fois du paraître politique, de la vie partisane, pour autant qu'elle existe dans la tête des Marocains, pour autant qu'ils s'y intéressent encore. Il y a évidemment entre les deux, je dirais, un écart qui est devenu extrêmement important, parce que les Marocains savent que, en premier et en dernier recours, l'institution monarchique est là tout le temps, en cas de crise. On vient de le voir dernièrement sur la question, par exemple, des cheptels. Donc là aussi, un moment de crise important. Et ils savent aussi que lorsqu'ils se retournent vers celles et ceux censés représenter aussi les politiques, ou la politique politicienne ou partisane, je pense qu'il y a une défiance. Mais cette défiance, elle a une histoire. Il faut essayer de la comprendre. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les politiques sont pourris, tous pourris. Le jeu du tous pourris, alors là, pour le coup, c'est le nihilisme même. Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pratiquement depuis, on va dire, le moment politique des années 60-70, qui était un moment particulier, où là, pour le coup, les structures partisanes étaient beaucoup plus puissantes, ou aussi, peut-être, les Marocains étaient beaucoup plus éduqués à la politique. Mais c'est quelque chose qui était aussi mondial. Alors justement, on va parler de l'éducation à la politique. Est-ce que nous avons été éduqués à cette politique comme une sorte de responsabilité commune et à la pratique de la politique comme une sorte de devoir, pratiquement, pas seulement comme un droit? Ou alors, il y a eu une distance qui a toujours été mise entre le citoyen et la politique, en considérant que c'est l'enjeu d'une certaine élite. Moi, je crois on est éduqué à la patrie, à la nation. Les Marocains, les Marocaines aiment leur pays. Ils ont vis-à-vis de leur pays une relation charnelle, organique. Et de ce point de vue-là, je dirais que il y a une éducation qui fait qu'on ne peut pas ne pas adorer notre pays, tous, aussi différents ou différentes que nous puissions être. Hubb el-Watan, je veux dire, l'hymne national marocain, il coule dans nos veines et on aime ce pays différemment. On a des options qui sont différentes, des discours qui sont différents. On est éduqué à ça et on le voit bien. Si quelqu'un touche à ce pays, les Marocains sont capables, j'allais dire, pour le coup, de défendre leur identité et ce qu'on appelle à la fois tamrabit, tout ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, l'éducation politique au sens où vous la définissez, c'est quelque chose qui a existé, mais encore une fois, à une période, moi je reste assez attaché à la période des années 60, 70, 80, qui est une période charnière, une période difficile aussi, hein, ce qu'on a appelé communément les années de plomb et tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la totale restructuration du champ politique marocain, qui fait que il y a eu des batailles d'idées, il y a eu des batailles tout court aussi. Il y a eu des querelles qui ont conduit à des tragédies. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que il faut réinventer un discours politique, une manière de faire de la politique qui ne nécessite pas forcément des crises, des tragédies
des combats, j'allais dire, qui sont des combats qui sont maintenant probablement, heureusement, derrière nous, mais qui doivent prendre en considération nos réalités. Par exemple, il est rare qu'à gauche, on entende, et c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup, qu'on entende une véritable analyse du néolibéralisme marocain et de ses effets. Il est rare qu'à gauche, on entende un discours sur l'éducation publique, sauf dans des cercles où des individus qui sont concernés discutent entre eux, ou d'une certaine manière, ils font des analyses et produisent une littérature, mais ça reste une littérature quasiment ésotérique. Qui va lire la littérature de gauche ou même d'autres? Très peu de gens. Est-ce que c'est un discours qu'on entend à droite? Une analyse du système néolibéral marocain, de notre capitalisme, Mmh. j'allais dire, sa dimension spécifique, on l'entend très peu. Il y a un consensus sur l'idée d'un néolibéralisme. Là aussi, c'est quelque chose qui remonte pratiquement à ce qu'on a appelé le fameux arrêt cardiaque des années 80-85, où nous avons eu le plan d'ajustement structurel, et où d'une certaine manière, la seule solution qui nous a été proposée, c'est-à-dire à l'époque imposée, a aussi ruisselé sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, pour nous convaincre que finalement, le système néolibéral était le seul à même de nous sortir de l'énorme crise dans laquelle nous étions entrés. Bon, aujourd'hui, 50 ans après, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions sur le rapport entre libéralisme et privatisation. C'est pas la même chose. Moi, je suis quelqu'un j'écoutais la dernière fois Sidris Benhima, et c'est une analyse qu'il fait très bien, et là-dessus, je serais totalement aligné avec lui. Est-ce qu'on a libéralisé, ou est-ce qu'on a privatisé? Privatisé. Ce sont deux options idéologiques totalement différentes. Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment libéralisé. Par contre, privatisé, oui. Tant la privatisation des entreprises publiques, tant même le principe de privatisation de l'économie, et surtout de privatisation souvent des moyens régaliens au service d'intérêts privés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sert de la loi pour des intérêts privés, ce qu'on appelle communément le conflit d'intérêts. Alors justement, conflit d'intérêts, clientélisme, impunité, ce sont des travers qui existent dans toutes les sociétés, hein, ici, au Maroc comme dans le monde. De toute façon, aujourd'hui, pour peu qu'on suive un petit peu ce qui se passe en politique étrangère, on sait très bien que ce sont des phénomènes universels. Mais pourquoi on a l'impression qu'au Maroc, ça bloque tout et que, c'est des barrières structurelles justement? J'ai pas une réponse scientifique, mais je dirais que nous avons un rapport à l'économie qui n'est pas celui, par exemple, des sociétés occidentales qui ont pratiqué, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan pratique, la naissance du nouveau libéralisme, du libéralisme moderne. Nous, cette dimension-là, ce libéralisme-là, il s'est imposé à nous de manière brutale. Le capitalisme moderne, il est rentré chez nous par la grande canonnière, comme on dit, par la colonisation et le protectorat. Souvenons-nous que s'il y a eu protectorat, c'est parce qu'il y a d'abord une dette impériale, il y a aussi un problème avec avec une institution financière que je ne vais pas nommer. Ça a été très bien documenté, on le sait très bien. Donc, on découvre le capitalisme moderne et l'économie libérale de marché. Enfin, elle n'a pas été très libérale il y a plus de 100 ans. J'allais dire par la voie la plus difficile, par la négative. De sorte qu'on peut aussi avoir développé aussi bien une ambivalence par rapport à ce système, mais aussi quelque part, c'est tout le problème de l'ambivalence, une forme de fascination qui fait qu'en définitive, je ne suis pas certain qu'on en maîtrise toutes les dimensions, parce que je suis pas certain qu'on l'ait beaucoup pensé. On le pense techniquement, on le pense en chiffres, mais on ne le pense pas d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de ce qu'il produit sur les sociétés, d'un point de vue psychologique. Le capitalisme moderne fonctionne au désir. Or, il est rare qu'on lise chez nos économistes ou nos intellectuels des analyses qui prennent en considération comment, notamment aujourd'hui, un capitalisme purement consumériste travaille notre désir, nous transforme. Le capitalisme consumériste, il est sur les smartphones de toute la jeunesse marocaine. Et ces représentations produisent des effets. Le mode de production capitaliste, c'est pas simplement une affaire, pour le dire de manière un peu triviale, c'est pas simplement qu'une affaire d'argent. C'est aussi une affaire de représentation, de modèle. Il crée des images.
il crée de la musique. Donc, il crée aussi de la fascination, il crée du désir. Or, Et il crée du malaise. et il crée aussi du malaise, évidemment. Donc, cette analyse n'est pas faite. De sorte qu'on se retrouve non pas avec une pensée globale, mais avec, j'allais dire, finalement, quelque chose qui ressemble assez au marché, avec des concurrences, avec des îlots, avec des manières de fonctionner dans la société qui font que, en définitive, eh bien, on segmente la société. C'est à chacun son désir, mais tout cela ne donne pas ne donne pas, je dirais, une vision globale, une pensée globale. C'est le travail des intellectuels, il y en a qui le font. Alors, avant de parler des intellectuels, parlons déjà des politiques. Est-ce que des politiques aujourd'hui, je me souviens de la phrase de Clémenceau qui disait que un homme politique pense aux prochaines élections et un homme d'État pense à la génération future. Alors, est-ce que nous avons des hommes et des femmes d'État, ou alors on n'a que des politiques de court terme? On a des grands commis de l'État. Ils existent. Et j'ai envie de dire que c'est une des grandes chances de notre pays. Bon, je vais pas en nommer, je vais Mhm, pas faire de name dropping, mais on en connaît tous un certain nombre. Je vais dire comme ça, de manière, j'allais dire de manière, comment, presque comme une devinette. Quelqu'un qui aujourd'hui est au commissariat au plan, mhm, d'accord, mhm. fait partie de ce que j'appelle les grands commis de l'État. Quelqu'un qui est au service de l'État, de la machine étatique. On peut critiquer son action, on peut même critiquer le personnage, mais quoi qu'il en soit, des hommes et des femmes piliers, ça existe. Et ils tiennent ce pays depuis longtemps. On a une vieille tradition des grands commis de l'État, et c'est pour ça que, quoi qu'on en dise, il faut comprendre que le Maroc, et même la civilisation marocaine, est aussi une civilisation de l'État. Absolument. On a depuis très longtemps. Il y a eu longtemps des hommes. Aujourd'hui, fort heureusement, il y a des hommes et des femmes. Mais longtemps, on a eu des hommes. Il suffit, par exemple, d'aller faire un tour au musée, au petit musée de la trésorerie générale du royaume, Mhm. qui est un lieu intéressant. Pour autant, là, il y a de la culture et c'est bien. Et j'en profite pour saluer mon ami Adil Hajji, Absolument. qui fait un magnifique séminaire de culture générale et de philosophie. Tout à fait. Et donc, quand on se trouve dans ce milieu, on s'aperçoit qu'en définitive, sur la simple inspection des finances, moi, elle ne s'appelait pas comme ça, mais vous avez des organigrammes depuis pratiquement le XVIe siècle. Tout cela est structuré, chacun sa fonction. C'est ça l'État. C'est ça, et l'État, c'est l'archive aussi. Donc, on a une vieille tradition, j'allais dire, de commis de l'État et de grands commis d'État, dans la diplomatie aussi. De sorte que, finalement, sur les politiques aujourd'hui, il va de soi que quand il y a de l'État depuis longtemps, il y a de l'armature, il y a du maillage, et donc il faut trouver sa place. On ne trouve pas sa place si on ne fait pas les analyses de la réalité. Mhm. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles euh, la défiance, après on pourrait faire une analyse aussi sur les technologies d'aujourd'hui qui font que ça se passe ailleurs. Par parenthèse, beaucoup de jeunes gens font entre guillemets de la politique sur les réseaux sociaux. Absolument. Ils donnent leur avis. C'est plutôt une bonne chose, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est bien qu'ils y soient. Donc, pour en revenir à cette question justement des partis politiques, ils ne sont pas, ils n'ont pas changé de siècle. Ils n'ont pas changé de siècle. Alors, c'est pas parce qu'ils ont des sites internet qu'ils sont au 21e siècle. Ce que je pense, c'est qu'ils ont les moyens intellectuels de penser le réel, mais je me demande si véritablement, il faudrait leur poser la question. Je veux pas leur jeter la pierre. S'ils ont le temps de le faire, s'ils ont véritablement le désir de le faire, ou est-ce qu'ils ne se sentent pas pris, justement, dans tellement de signes, tellement de signaux, avec cette société qui est ultra numérisée, qui est ultra connectée, où les stimuli sont partout, est-ce qu'ils ne se sentent pas dépassés? Est-ce qu'ils ne se disent pas, on aura beau faire des analyses du réel, on aura beau s'intéresser à la question du néolibéralisme, du capitalisme, des effets qu'il produit, est-ce que ça aura un impact? Car il se passe quelque chose dans le courant des années 50, ça commence aux États-Unis, c'est que la- notamment l'invention du marketing, Mhm. c'est-à-dire des stratégies d'impact et d'effet. Cette invention, qui est une invention assez terrible euh, pour la politique, veut que on ne se place plus en situation d'émission. Le leadership, ce n'est plus je vais dire des choses qui sont importantes et les gens vont m'écouter. Non, c'est qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre. Et Exactement. c'est là que le retournement se produit. Et ça, c'est une grande rupture dans le discours politique
qui a évidemment eu des effets sur notre société, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes politiques qui ont besoin de conseillers en communication, qui ont besoin de savoir ce que pensent les gens, ils vont lire des études d'impact, Et on a eu des expériences et on a eu politiques des expériences politiques. où justement on est pratiquement dans le populisme parce que ça a gagné de Absolument. l'audience. Parce que les Et conseillers en marketing vont dire, ah, mais vous absolument. savez ça, il faut pas le dire. Oh, des fois, c'est même pas Ou une il faut le question de dire. conseiller, on est dans la communication super intuitive, parfois gauche, gauche, mais pas de gauche. Donc du coup, en fait, on a testé ça au Maroc, ça n'a pas marché parce qu'on se rend très vite compte que être dans le discours populiste, n'engage en rien la qualité de l'exercice politique. Et donc en fait, on voit ailleurs comme ici que ça ne marche pas. Moi, ce que je veux poser comme question sur justement la vision, tu as dit tout à l'heure que les politiques n'ont pas changé de siècle. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus, on n'a plus les politiques du siècle ancien qui avaient une vision. J'ai l'impression que même sur un plan intellectuel, on ne produit plus d'idées. Et or, sans idées, la politique est condamnée à échouer quelque part. Si on peut pas avoir une idée, une vision sur ce que va être le monde d'ici quelques décennies, et on a l'impression que nos politiques n'ont aucune vision de l'avenir. Et tu as dit tout à l'heure aussi que la monarchie a justement une vision, mais est-ce qu'on va avoir recours à la monarchie à chaque question, qu'elle soit minime ou énorme au Maroc? Mais j'ai envie de dire que le premier garant et celui qui respecte le plus la Constitution, c'est Sa Majesté le Roi. Ah oui. En même temps, nous l'entendons, nous le savons, à chaque ouverture du Parlement et à chaque discours, où il demande aux uns et aux autres de faire leur travail, de prendre leurs responsabilités. Je crois que le premier discours de Sa Majesté euh, était un discours où il disait: je n'ai pas de baguette magique, mais il y a un chantier de règne, nous allons nous retrousser les manches, nous allons travailler tous ensemble. L'initiative nationale pour le développement humain, l'INDR, c'est bien une initiative nationale. Et on pourrait, d'une certaine manière, décliner l'acronyme sur tout. Tout doit devenir une initiative nationale. On ne peut pas parler de citoyenneté si, on l'enseigne pas, et si on ne permet pas de construire des lieux où chacun et chacune vont pouvoir exprimer leur rapport au Maroc. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que on ne peut pas tout le temps dire on nous laisse pas faire, on n'arrive pas à travailler. Moi, je pense que depuis un peu plus de 20 ans, beaucoup de choses se sont transformées. Notamment le rapport, par exemple, à ce qu'on appelle trivialement les sécuritaires. Il a changé aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup aujourd'hui de dans des lieux extrêmement localisés. Il y a beaucoup de manières de faire où les sécuritaires jouent leur rôle, où des wali jouent leur rôle, où ils aident des jeunes gens à créer, j'allais dire, des espaces de culture, par exemple, d'expression. C'est un bon début. Après, évidemment, les sécuritaires, ils font leur métier de sécuritaire. Et Dieu sait que nous avons eu des moments difficiles. 2003, ça a été très difficile. Toute la période Mmh. d'hyperterrorisme, ça a été très dur. Ça a été pénible pour tout le monde. Mais quoi qu'on en dise, les choses vont quand même changer. Moi, je le vois, les jeunes gens de 20 ans d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes gens que nous avons été, nous, à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on était malheureux, mais c'était totalement différent. Tout à fait, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a des politiques visionnaires? Moi, j'ai l'impression que quand j'avais 20 ans et ça date, j'entendais des discours un peu plus, raisonnés. Je pouvais, écouter, un politique parler et estimer qu'il a une vision. Et aujourd'hui, on a l'impression que, on est face à des gâchis de communication et des stratégies, qui ne marchent, toujours pas. Donc est-ce qu'on a des politiques visionnaires? Et si c'est le cas, pourquoi on les entend pas sur les idées et sur la vision au long terme? Ça, il faudra leur poser la question, mais moi, je dirais que ils sont dans une situation aussi qui n'était pas celle des grands zaïms des années 60, 70 et 80, à la fois par la négative et par la positive. N'oublions pas que le moment politique des années 60-70 a été un moment extrêmement pénible au Maroc.
Mmh. avec des combats qui ont d'ailleurs été des combats menés même contre l'institution monarchique, il faut le dire. Mmh. Euh, Grâce à Dieu, nous sommes sortis de ce moment. Et de fait, la question qu'il faut poser aujourd'hui, c'est où se situe le lieu des oppositions. La politique, c'est aussi le rapport entre des idées qui s'entrechoquent. La démocratie, le champ politique, c'est le choc des opinions. Quelquefois, le choc peut être adouci, euphémisé par le langage, comme quelquefois il est brutal. Et c'est ça la politique. Donc, je ne vois pas de moment, j'allais dire politique, Mmh. si ce n'est ce qui s'est passé à la création de partis, des partis gouvernementaux. Ça a été des décisions qui ont été prises aussi pour à la fois pluraliser le champ politique. Peut-être aussi que ça a été des stratégies pour que les chocs ne soient pas plus violents qu'ils ne devaient être. Bon, nous étions encore, j'allais dire, des enfants à l'époque, mais ce qu'on en lit aujourd'hui ou ce qu'on essaye de comprendre explique plus ou moins ce qui s'est passé. Mais cela dit, si un parti politique a une fonction, c'est de solidifier quelque chose dans la société, soit de solidifier un conflit, soit de solidifier une opposition, soit de solidifier un moment. S'il y a un parti qui a solidifié un moment à sa manière, beaucoup n'ont pas été d'accord avec sa création. Je pense au PAM par exemple. Il va solidifier un moment qui est d'une certaine manière cette idée que il faudrait un parti où il y ait de la droite et de la gauche, du conservatisme et du progressisme, une espèce de consensus avec des gens qui à l'époque étaient des anciens routards de la politique, Bah, des des gens qui avaient transhumances. voilà. Et donc on a eu ce moment. Je me souviens aussi de l'Alliance des libertés. On a eu beaucoup de choses. On a eu un moment qui a duré, on va dire, entre 4 et 5 ans, où le champ politique marocain a été réformé, mais c'était une réforme douce, c'était une réforme qui voulait qu'on puisse aussi représenter, ou peut-être représenter une catégorie de Marocains qui voulaient du consensus, qui ne voulaient plus d'opposition. Je pense il y aura beaucoup à dire là-dessus. Moi, je suis pas certain que le rôle d'un parti, ce soit le consensus. Je pense que le rôle d'un parti, c'est précisément la solidification. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est ce qui me fait dire que la création de certains partis, même si elle se veut, j'allais dire, bénéfique pour les uns ou pour les autres, même si elle est pensée positivement, peut être une erreur sur le moyen et le long terme. C'est qu'à terme, ça va donner l'émergence d'un parti qui va solidifier quelque chose qui se passe dans la société marocaine, notamment une sortie de la société traditionnelle vers un ailleurs qu'on n'a pas encore défini, notamment aussi des conflits sociaux, notamment aussi des conflits, j'ai envie de dire, de nature sociétale, c'est-à-dire des modes de vie. Ça va être le PJD. Il va solidifier ça et en 2011, il va gagner les élections. Ce qui a été un moment à la fois politique dans ce sens-là, mais dont on a vu par la suite que, en définitive, entre le discours et les effets, eh bien, l'écart a été aussi a pu être mesuré par nos compatriotes. De sorte que là aussi, si j'avais envie de non pas de conclure sur cette question-là, mais d'essayer de réfléchir, je pense qu'on vit à l'échelle mondiale une grande crise du politique. Absolument. Absolument. Et il se peut bien que cette idée où l'histoire elle-même euh, ne révèle plus. Euh, Sartre disait c'est l'histoire qui révèle les hommes et les femmes qui vont prendre des décisions et quelquefois ils savent même pas ce qui leur arrive. Je dirais que de ce point de vue-là, il faut quand même penser le rapport entre ce qu'on a longtemps appelé l'histoire avec un grand H et la globalisation des marchés. Et c'est un rapport qui veut que ce qu'on appelle aujourd'hui le postmoderne, c'est que le mode de production capitaliste produit lui-même des récits. Mmh. Et au fond, il y a une crise de l'histoire. La démultiplication des récits partout. Alors ça peut être les séries Netflix, ça peut être le cinéma, ça peut être les récits personnels, ça peut être les fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Tout cela produit des récits qui disséminent le rapport à l'histoire. Et je pense que notre société n'y échappe pas et qu'en définitive, tous les jours, face à des micro-récits de toutes sortes, le rapport à l'histoire avec un grand H a totalement changé.
Ça ne veut pas dire que c'est le dimanche de l'histoire. Ça veut dire que c'est la preuve, malheureusement, vous avez vu ce qui se passe Mmh. un peu partout dans le monde, les conflits, ce qui se passe à Gaza, là aussi, et ailleurs. Et de ce point de vue-là, à un moment donné, l'histoire, elle revient de manière tragique, et elle nous dit, ben, j'existe encore, c'est pas fini. Tout cela a une histoire. Mais dans notre rapport au quotidien, il se peut bien que ces hommes et ces femmes des années 60-70, qui ont été pris par l'histoire aussi, hein. Ils ont été pris par le combat nationaliste, ils ont été pris par la lutte pour l'indépendance. Il se peut bien que eux avaient un rapport à l'histoire et que aujourd'hui les politiques, les chefs de parti ne la retrouvent plus, l'histoire avec un grand H. Et comme ils ne la retrouvent plus, cette dissémination dissémine tout, à savoir même leur rapport à la réalité. De sorte que vous avez des hommes et des femmes politiques qui sont plus sur Twitter, qui sont plus en train de regarder leur compte. Et c'est pas de leur faute. Il se trouve que c'est l'époque qui veut cela, que dans un rapport où il y aurait une distance vis-à-vis de Justement, tout ce qui prendre se le produit. recul Voilà. sur, mmh. Et se dire, où est l'histoire? Où est-ce que ça se passe? Alors justement, est-ce que ce recul-là, du moment qu'on peut plus prendre ce recul, les politiques ne peuvent plus prendre ce recul-là, est-ce que, ça ferait pas sens de se faire aider justement par des gens qui travaillent sur ça, sur les sciences humaines, sur des idées, sur la philosophie? Est-ce que ça ferait sens ou pas? C'est-à-dire, du moment que les politiques eux-mêmes sont pris dans le fil de l'histoire, est-ce que, heu disons, externaliser ce côté-là de la pensée ne ferait pas sens et demander conseil auprès de gens qui travaillent dans ces milieux-là. Et on sait très bien que des intellectuels marocains qui travaillent à partir de la réalité du terrain marocain sont là, ils sont dans les universités, ils sont dans leurs bureaux. Donc franchement, et peut-être qu'ils ne demandent que ça, d'être consulté, d'aider justement à la construction d'un Maroc commun. Je suis absolument d'accord. Le problème, c'est que souvent, ce qu'on entend, c'est que les intellectuels, hommes et femmes qui travaillent dans leur bureau ou à l'université ou ailleurs, et ça, c'est aussi un des grands tours de passe-passe du mode de production capitaliste et de ce qui se passe. C'est-à-dire aujourd'hui, on va dire un système qui est néolibéral. C'est que les technocrates qui sont des techniciens du savoir. Les intellectuels, on les recrute où? On les recrute dans ce qu'on appelle chez les techniciens du savoir. À cette réserve près que les intellectuels, à la différence des experts, euh, sont des gens supposés s'opposer à, à ce qui se passe dès lors que le savoir qui est le leur est utilisé à des fins qui ne sont pas les fins justement de la réalisation d'une société décente. Je donne un exemple simple. euh, une ou un économiste qui travaillerait pour une grande institution et qui verrait que les lois universelles de l'économie qu'on lui a enseignées, qu'il enseigne aussi probablement, sont détournées à des fins qui ne vont pas dans le sens d'une société de redistribution des richesses, d'égalité, etc., etc., dirait ce n'est pas normal qu'on détourne le savoir pour en faire quelque chose qui ne va pas dans le sens Mmh. entre guillemets d'un progrès social ou d'une équité. Il deviendrait un intellectuel ou elle deviendrait une intellectuelle si elle disait cela. Il n'est pas certain que nos techniciens du savoir, nos intellectuels le fassent tout le temps. Quelquefois, ils sont aussi occupés à faire des recherches, à essayer de comprendre, parce que comprendre, ça prend du temps. Bien sûr. Une sociologie compréhensive, hein, pour reprendre l'expression de Max Weber, c'est une sociologie qui suppose l'étude, qui suppose l'humilité, qui suppose le temps. Alors le temps des intellectuels n'est pas le temps des experts, n'est pas le temps des technocrates. Et au fond, lorsqu'on discute avec ce qu'on appelle communément des technocrates, première chose qu'ils vous disent, c'est ah non mais vous, pour le dire vulgairement, vous êtes perché, vous êtes dans le ciel des idées, vous y êtes très bien, c'est magnifique, on vient vous écouter, ce que vous dites est passionnant, mais vous savez, dans la réalité, ça se passe autrement. Exact. Ce qui n'est pas forcément la meilleure approche ni la meilleure attitude à avoir. Je pense que là où je te rejoins, on peut faire les deux. On peut comprendre ce qui se passe d'un point de vue des idées, ne serait-ce que pour valider aussi ce qui relève du champ de l'action. Ce qu'on a pu observer malheureusement ces dernières années, c'est que
Dès lors qu'on critique ou qu'on demande ou qu'on pose des questions sur des plans, sur des stratégies, la seule réponse qui est qu'on nous oppose malheureusement, c'est vous ne connaissez rien au terrain, laissez-nous faire, on sait ce qu'on fait. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon parce que moi je suis comme toi quelqu'un qui considère que la discussion, la conversation est essentielle, qu'on peut se parler, qu'on doit se parler, que même si on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que l'autre en face a tort ou raison, mais qu'on parle de notre pays. Seul qui compte, c'est ce qui transcende tout, et qu'on est en droit de poser des questions. Alors poser des questions, ça ne veut pas dire accuser. Et la première chose, c'est est-ce qu'on a encore le droit de réfléchir? C'est ça. C'est ça la vraie question. Donc réfléchir, ça se fait à plusieurs. Et on est à un moment, ce qu'on appelle Maroc 2030, Mmh. ce qui est en train de se passer, hein, ce qu'on pourrait appeler un momentum. Mmh. Ce momentum, c'est le nôtre Absolument, et tout le monde veut participer, hein, le citoyen et doit lambda, participer, le bien sûr. scientifique, l'intellectuel, tout le monde a envie. Mais Voilà. on a l'impression qu'on est pris dans le courant de ce qui va être décidé en haut et que nous ne sommes, que des spectateurs finalement. Oui, au niveau de l'exécutif, il est vrai qu'on s'accapare tout. On parle même on parle d'un gouvernement de la Coupe du Monde. Bon, l'expression est charmante. C'est pas quelque chose de forcément spécifiquement marocain. Il y en a eu d'autres. Mais de ce point de vue-là, on a tous à se retrousser les manches. On a tous à poser des questions, à tenter d'apporter des Et réponses, faire des faire propositions. des propositions, être écouté comme tel. Et j'ai envie de dire, si citoyenneté il y a, c'est pas simplement cette citoyenneté où une fois tous les 5 ans, on nous demande de voter. Alors on est des citoyens freelance. Mmh. On va faire un petit tour dans le monde de la citoyenneté. On met le bulletin dans l'urne et puis on rentre chez soi. Puis à partir de là, surtout ne posez plus de questions. C'est bon. Le temps du freelance ou de la citoyenneté intérimaire est terminé. Maintenant, on s'occupe de tout. Mais ça aussi, ça c'est un peu aussi le tort du citoyen lui-même. Bien sûr qu'il a une Il a responsabilité. une responsabilité, et le devoir justement de pratiquer, la politique ou au moins d'être attentif à ce qui se passe, pendant entre les 2 élections. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, les Marocains, entre 2 élections, veulent être totalement pris en charge par les politiques et ils sont jamais contents, ce qui est complètement normal. Mais voilà quoi, leur dire que si tu veux, transformer par exemple ta ville ou rien que ton quartier, ben il va falloir pendant, toutes les années de ce mandat, il va falloir, partir, chercher des réponses, revendiquer et pratiquer justement la politique, au Oui, quotidien. oui, mais aussi je suis d'accord, mais aussi à leur décharge, il faut les écouter. Absolument, tout à Il fait. faut les écouter, il faut mettre en place un discours commun. Alors après c'est une histoire d'hommes et de femmes. Il y a du côté des responsables et des élus des gens formidables qui écoutent, qui Oui, disent oui, vous avez absolument. raison. Combien d'élus reçoivent les électeurs et les électrices dans leur bureau 1 ou 2 fois par semaine? Moi, il y a un nom que j'ai envie de citer dont on ne parle plus depuis assez longtemps, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai énormément apprécié et qui était Omar Balafrej, Mmh. avec tous les défauts qu'on peut lui prêter et les grandes qualités aussi qu'il avait, mais il y a aussi un moment à réfléchir qui était que il s'est investi, il recevait les gens dans son bureau, il y a cru, il s'est battu, puis à un moment donné, il s'est retiré. Bah, justement, est-ce qu'il s'est pas retiré parce qu'il a été, trop sollicité? Peut-être qu'il faudrait lui poser la question, mais ce Mmh. que je veux dire, c'est que c'est aussi là un micro moment qu'on n'a pas tellement réfléchi. C'est qu'on avait là l'exemple d'un jeune patriote, enthousiaste, bien formé, Absolument. qui aurait très bien pu ensuite avoir des fonctions, et il ne le faisait pas entre guillemets pour son intérêt personnel, peut-être pour son intérêt au sens narcissique du terme, comme nous tous. Bah, l'hubris du politique, c'est Oui, normal, et hein, le c'est besoin de reconnaissance exact. qui est le propre de tout être humain. Mais ça, on ne va pas le lui reprocher parce on a besoin de ça pour avancer. Mais là aussi, il s'est passé quelque chose. Donc, quels sont celles et ceux qui reçoivent? Je connais des présidents et des présidentes de communes qui reçoivent les gens. Il y en a, ça existe. Et il y en a qui sont pas là. Donc, à un moment donné, il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, il faut qu'évidemment, du côté de nos compatriotes, cette citoyenneté, elle exprime son désir, qu'elle dise ses besoins, qu'elle dise on veut faire cela, mais que de l'autre côté,
il y ait des gens assis derrière le bureau pour écouter. Mmh. Il faut les deux. Absolument. Encore une fois, il s'agit pas de dire les torts sont de tel côté ou de l'autre. Les torts sont probablement partagés et aussi, j'allais dire les dimensions positives. Mais si on veut véritablement que on puisse considérer que les élus sont là pour nous, bah, déjà il faut leur poser la question. Est-ce que Alors vous êtes là pour nous? et il y a d'autres justement acteurs. Il y a aussi, les intellectuels dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les médias. Oui. Et justement, les médias, on fait partie d'un média, et on a vu un petit peu le déclin des médias dernièrement et puis la naissance de nouveaux formats d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, les médias ont besoin de plans de sauvetage justement pour jouer leur rôle, d'intermédiaire entre, le politique, le citoyen et l'intellectuel aussi, donner la parole à l'intellectuel. Il y a des médias qui ont fait des choses formidables, qui ont ouvert le débat. Moi, j'ai vécu une expérience de près de 12 ans euh, dans une matinale avec des hommes et des femmes éminemment respectables et on était en direct et on a pu véritablement parler librement. Évidemment qu'on a des constantes, mais qui n'en a pas? Il y a des choses à respecter qui sont, j'allais dire, qui relèvent de la souveraineté, et c'est normal. Mais sinon, le débat était ouvert. Ce que je crois, c'est que il devient difficile aujourd'hui d'exprimer un point de vue contraire vis-à-vis de l'action du gouvernement, par exemple. Ce qui est pour moi une erreur parce que si on ne peut pas se parler, Mmh mh. si on ne peut pas poser des questions, si on ne peut pas réfléchir ensemble, nous aurons créé un précédent qui, je crois, ne sera pratiquement jamais arrivé dans l'histoire du Maroc. Même durant cette période qu'on a appelée les années de plomb, il y avait des fenêtres d'ouverture, il y avait la possibilité de comment dirais-je, de dire ce que l'on pensait en y mettant les formes, évidemment. Mais il y avait la possibilité aussi de faire entendre une parole autre, une parole différente, une parole qui s'opposait, qui posait des questions. Il y avait aussi des gens courageux. C'est ça. Le courage, il n'y a pas de parole sans courage. Mais le monde a changé. Le monde a changé, mais de ce point de vue-là, et peut-être qu'au fond ils étaient courageux parce qu'ils y croyaient aussi. Parce que le courage, c'est un mot qui vient de Non, mais cœur. après la parole avait sens à cette époque-là parce que justement elle était réprimée. Aujourd'hui, puisque tout est permis, ben la parole n'a plus aucune valeur, hein. On Oui, mais dit, la démocratie, c'est comme toujours. oui, mais la parole, elle est aujourd'hui, elle est autorisée, elle est partout et en même temps elle est nulle part parce que si on pose des questions qui fâchent, on peut nous dire soit cause toujours, soit si tu continues à causer, bah écoute, prends le risque de ce qui pourrait t'arriver. Je pense qu'on vit un moment qui n'est pas, je dirais, le meilleur des moments pour le débat. Mmh mh. J'ai écouté un chef de parti politique dernièrement dans un podcast qui parlait d'omerta. Nabil Ben Abdallah, pour ne pas le citer, chez une de tes consoeurs que tu connais, qui est Bouchra El-Azhari, Mmh. pour ne pas la nommer, il parlait d'omerta. Moi, quand je l'ai écouté et je l'ai et j'ai eu et j'en ai parlé avec lui directement, bon, il n'a fait que confirmer ce qu'il disait. Lui, au moins, il dit ce qu'il pense et il n'a pas peur j'allais dire, de s'expliquer sur ses positions. Omerta, c'est un terme difficile à entendre. Si c'est vrai, c'est tragique, car on n'a jamais vécu ça. Qu'il y ait eu à un moment donné des discours d'opposition qui ont été réprimés, c'était dans les années 60-70, mais il y avait une option révolutionnaire. On le sait tout ça, ça c'est documenté. C'est pas le cas aujourd'hui. Et l'État est fort, fort heureusement. Moi je crois qu'il faut un État fort, et c'est pour ça que la synthèse du rapport du modèle de développement, j'ai trouvé que c'était une phrase très intéressante. Un État fort pour une société forte. Il faut les deux. Bien. Si la société n'existe pas, l'État ne peut pas être fort, et vice versa. Donc c'est à cela que nous devrions travailler, de sorte que si on critique avec les moyens de la critique, il s'agit pas de dire vous êtes nuls ou vous êtes des voleurs, ou ça n'a C'est aucun ça. sens. Mais de dire voilà, sur tel point, est-ce qu'on peut avoir une explication? On nous parle de reddition des comptes. Bah, si on la réclame, c'est un droit constitutionnel, par exemple. Le droit à l'information, si on le réclame, c'est un droit constitutionnel. Pourquoi nous opposer des discours
du style le Medawir ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui disqualifie le débat. Or, ce que je pense, c'est que, et pas simplement au niveau de l'exécutif, on le retrouve assez partout, c'est que la disqualification est devenue aussi un outil de reproduction du discours du vide. C'est-à-dire, on disqualifie Mmh. et on passe à autre chose. C'est contraire à la politique même. Et c'est contraire à ce qu'on pourrait appeler une démocratie marocaine, euh, enracinée dans une tradition qui est une tradition de la discussion Et de respect et surtout. du respect. Et c'est quelque chose qui participe de notre civilité. On est une civilisation du respect, on est une civilisation de la discussion, on est une civilisation de l'échange, de l'être. Beaucoup de relations furent des relations épistolaires entre des gens qui n'étaient pas d'accord. C'était des alm, c'était des diplomates, et qui étaient en mesure de se parler le langage du respect, mais en même temps avec beaucoup de fermeté. Mmh mh. Et de ce point de vue-là, ça ne nous ressemble pas. Donc je pense qu'on est en droit de poser des questions, de tenter de réfléchir, sans pour autant que le discours de l'annulation totale de ce que vous dites, en gros, ce que vous dites n'existe pas. Ce que vous dites ne veut rien dire. Ce n'est pas vrai lorsque des jeunes gens, lorsque des intellectuels, lorsque des chefs d'entreprise, lorsque des hommes et des femmes, lorsque nos compatriotes posent des questions sur les réseaux sociaux, par exemple. On lit beaucoup d'analyses de gens dotés de bon sens, qui savent s'exprimer et qui posent des questions. Alors ils se répondent entre eux. Il serait peut-être pas inintéressant euh, euh, de n'utiliser, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte numérique dans des cas particuliers, simplement à des fins de stratégie de communication. Mmh. Et de se dire, ah ben les gens ils se posent ce type de questions. Donc vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va leur trouver quelque chose de formidable, un beau petit slogan qui va résoudre le problème. C'est curieux parce que, là que tu en parles, je pense justement à certains grands débats sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et dans lequel je vois la la jeunesse partisane de Oui. plusieurs partis politiques, surtout de gauche, mais qui sont là et qui, participent à ces discussions et ces conversations et de façon pertinente. Mais finalement, qui les écoutent eux-mêmes au sein de leur parti. Les jeunesses partisanes sont-elles écoutées au sein même de leur grande institution et tout ça, de l'institution mère quelque part. On a l'impression que avec eux, on peut faire des choses, on peut discuter, on peut réfléchir ensemble, mais que finalement, ils n'auront jamais la main pour changer les choses. En tout cas, même si je suis d'accord avec ce constat que tu fais, qui est assez triste, j'espère que ça changera. Mmh. Peut-être que le débat va se porter ailleurs. Peut-être qu'en définitive, les partis politiques de demain seront des partis virtuels, numériques. Peut-être que ce seront des plateformes où les jeunes gens vont réfléchir ensemble. Peut-être que ce sera aussi des formes d'organisation non gouvernementale ou des modes opératoires qui relèvent de celui de la société civile, qui est importante. Mais il est vrai que le parti politique, aujourd'hui, vous avez des gens assis à la tribune et des autres qui les regardent s'exprimer, c'est une forme qui ne fonctionne plus du tout avec l'époque. Mmh. C'est pour ça que je disais que les partis sont pas rentrés au XXIe siècle. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des agoras. Il faut du cercle. C'est Ouais. fini l'estrade en hauteur et les gens qui regardent et qui applaudissent. Il faut qu'on invente le cercle de la discussion où chacun a son mot à dire, sans pour autant que ce soit l'anarchie. Évidemment, il faut des gens pour mener les discussions, mener les débats et écouter. Ce qui fait que de ce point de vue-là, ça existe dans les partis, dans les cellules, Mmh. notamment. Mais là aussi, il faut revoir les organisations, je pense. Alors c'est très compliqué. On a des partis historiques qui sont structurés, qui ont une histoire, qui sont des machines organisationnelles Et on a incroyables. surtout des gens qui veulent pas lâcher, Et on a l'affaire aussi, avant de passer au gouvernement, ne et serait-ce qu'une fois. on a aussi cette idée. Ouais. Il y a une grande question aussi. C'est pourquoi on se présente à des élections? Généralement, c'est pour servir. Et là-dessus, on peut avoir deux types de réponses. Il y a celles et ceux qui veulent véritablement changer les choses, et il y en a aussi, il faut le dire. Il y a celles et ceux qui veulent changer de vie. Absolument. Voilà, pour le De dire de manière statut. de statut. Ce qui est dommageable, c'est que
des partis ont accueilli des gens parce qu'ils avaient des moyens aussi, des moyens financiers, des moyens, des leviers pour faire avancer les choses au sein du parti. Et je pense que ça a été aussi des fautes commises par ces partis. On va chercher des gens qui ont des moyens intellectuels, qui ont surtout des moyens affectifs. On fait pas de politique si on n'aime pas les gens. Et si on avait aujourd'hui à mener une étude, c'est qui sont celles et ceux qui aiment les Marocains, qui leur veulent du bien, qui veulent que leur vie change. Ça, ce serait une étude à mener. Mais il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Alors Exactement. justement, montrez-nous les preuves. Alors Exactement. aujourd'hui, nous vivons une époque très très difficile sur le plan international. Le Maroc n'est pas à l'extérieur du monde. Non. Euh, on réalise justement que les Marocains sont dans la politique internationale et s'intéressent, ils sont complètement engagés corps et âme. Est-ce qu'ils ont selon toi, la bonne attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'ils sont réactifs? Est-ce qu'ils doivent faire quelque chose d'autre? Et qu'en est-il des politiques? Ce que je constate de plus en plus, et ça c'est peut-être un des effets positifs de justement de la circulation de l'information, c'est que nos compatriotes sont avides d'actualité et souvent extrêmement bien informés, et souvent même ils ont développé, j'ai presque envie de dire, les réflexes des journalistes, c'est-à-dire ils vérifient les choses, et souvent dans des discussions on s'aperçoit que les gens ont acquis des savoirs pointus dans des domaines qui sont pas forcément leur domaine d'activité. On a des Marocains, des Marocaines qui sont capables de vous parler de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, qui sont capables de vous parler de l'énergie au niveau du monde, qui sont capables de vous parler. Il y a quelque part une forme d'érudition qui s'est installée, mais c'est l'érudition de l'actualité. Et ça, je dirais, c'est un des effets positifs. On aime dévorer l'actualité. Donc c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire on est de plein pied avec l'événement, avec ce qui se produit. Et souvent d'ailleurs, des gens peuvent vous étonner parce qu'ils vous disent, quand vous les écoutez, ils disposent véritablement d'un véritable savoir, d'ailleurs, souvent beaucoup plus que d'autres, qui sont supposés, eux, disposer de ce savoir-là, notamment quelquefois les politiques qui peuvent pas tout faire, qui peuvent pas tout suivre, et c'est bien normal. Pour les politiques, ils sont souvent dans un couloir aérien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des élus, des ministres doivent appliquer un programme, une vision, en fonction évidemment du ministère en question. Et voilà, il y a une politique culturelle, il y a une politique économique, Il y a une réserve aussi à il y a respecter. une réserve aussi. Je pense que il est faux de croire que les ministres ne travaillent pas. C'est pareil, ils ont des journées de 17-18 heures. L'agenda d'un ministre, c'est très compliqué, hein. Et on a tous des amis qui ont exercé des fonctions ou qui en exercent. Et souvent, ils vous disent, bon, je viendrai à tel événement, je viendrai pour discuter. Et une demi-heure avant, il dit, je suis désolé, j'ai un avion, je suis obligé de partir. Donc, ce sont des vies qui sont fatigantes. Mmh. Et donc, ce timing-là ne permet pas toujours de se projeter sur le long terme. En même temps, je vais vous dire franchement, j'aimerais pas être à leur place parce que il y a cette Est-ce qu'un dimension-là. intellectuel ferait un bon Je politique? pense Ça, pas. c'est une c'est une Je pense grande pas. question. Je pense pas. Mais je pense que la société Ouais. civile, les intellectuels, les politiques, les médias, euh, nous tous, citoyens et citoyennes, on peut considérer qu'on est aujourd'hui dans une sorte qu'on doit en tout cas s'inscrire dans une sorte de pensée ensemble. Mmh. Notamment cette perspective de 2030 et après, qu'est-ce qui va se passer? Pas simplement parce qu'on organise la Coupe du Monde, mais aussi parce il y a un moment d'accélération. Et les accélérations doivent aussi produire, j'allais dire, un investissement décuplé en termes d'analyse, d'engagement. Il faut se projeter sur ce que vivront nos enfants et nos petits-enfants. Moi, je pense qu'ils vivront dans un Maroc qui se sera encore plus ouvert, beaucoup plus développé. Et je crois aussi que cette jeune génération, quand on les écoute, hein, ce sont des élèves, hein, souvent, ils ont entre 18 et 22, 23 ans, des étudiants et des étudiantes. Ils ont quand même pour eux d'avoir compris pas mal de choses. Moi, je suis contre l'idée, si vous voulez, que
Les jeunes gens d'aujourd'hui, ils sont sur TikTok, sur Instagram, Ben, sur les on peut réseaux. être sur TikTok et Voilà, être engagé sur TikTok. exactement. Et vous comprenez, ils savent plus réfléchir, ils s'intéressent à rien. C'est faux. C'est faux parce que quand on discute avec eux, réellement, on s'aperçoit que ils se posent des questions. Ils se posent des questions qui relèvent de leur société. Ils se posent des questions qui relèvent de la société mondiale. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'écologie? Absolument. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu une pandémie, ça les a marqués. Ils se posent toutes ces questions. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut avoir l'humilité de les écouter, c'est-à-dire d'apprendre leur grammaire. Mmh. Elle existe. Au lieu de se dire ah mais de toute façon ils scrollent toute la journée. Quand on scrolle, eh ben le cerveau ne se développe pas. Bon tout ça c'est de Bah, les l'idée. gens qui sortent Voilà, partout dans le monde, pour soutenir, Gaza, voilà, aujourd'hui, ils ont appris ça sur les réseaux sociaux. exactement. Donc ça veut dire que on peut forger une conscience Absolument. politique. On peut aussi développer des outils d'analyse. Mais il est évident que les outils changent. Il est évident que depuis l'invention de l'imprimerie à caractère mobile qui a donné la civilisation du livre et la mutation que vit cette jeunesse aujourd'hui, qui suppose qu'il entre guillemets qu'il digère une mutation technologique, mutation sociale, sociétale, du mode de production capitaliste, une mutation écologique, des conflits. Quand on discute avec les jeunes gens qui vous disent mais il va y avoir une troisième guerre mondiale, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est là? C'est bien la preuve qu'ils sont concernés. Donc je pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale, mais après tout ils sont d'une hypersensibilité et il est vrai qu'ils se posent aussi les questions des grandes catégories. Ça peut être quel est le sens de la vie, est-ce qu'il y a une vie après la mort et pourquoi on est là et quel est le sens de tout cela. Je crois qu'il y a une véritable grammaire qui s'installe. C'est normal, c'est la grammaire du 21e siècle. On ne peut pas donner à des jeunes gens des outils d'appréhension de la réalité qui sont des outils du numérique, Mmh. et on applaudit en disant il faut numériser, il faut une transformation digitale, et faisant cela, leur dire ah mais vous savez, vous ne pensez pas comme les gens qui lisaient des livres au 19e siècle. Il Absolument. faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que il va au fur et à mesure se développer des modes d'organisation mentale, cognitifs, affectifs, qui feront que il est évident que l'image n'est pas la page d'un texte, mais ça on le sait depuis longtemps. L'image, c'est une réalité en 2 dimensions, c'est des affects, c'est un choc, c'est pas la même chose. Les mots peuvent choquer, quelquefois un peu moins que les images. Mais donc de ce point de vue-là, il faut aussi se dire que ça va prendre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'on sera là j'espère pour voir comment est-ce qu'ils vont aussi réinventer des choses et organiser la société Et et la organiser la pensée et politique. organiser la politique et la pensée. Moi, je suis pas du tout, je suis pas, je suis un optimiste de ce point de vue-là parce que quand on regarde l'histoire sur le long terme, on se dit que en définitive, quoi qu'on en dise, nos sociétés ont progressé. Il n'y a pas autant de violence qu'il y a 100 ans. Il n'y a pas autant de maladies qu'il y a 100 ans. Tu le sais bien, tu connais bien ces questions-là. Et beaucoup de choses ont changé. Maintenant, ben, il s'agira de prendre ses responsabilités, de vouloir, mais ça, au fond, c'est une vieille question. Mmh. On en revient à la question du désir. Est-ce que j'ai envie de servir ma société? Est-ce que j'ai envie de faire des choses? Tout le monde a envie de faire des choses, pour autant qu'on ait des moyens. La politique, c'est aussi de donner des moyens. Non, mais, la politique, c'est, pas forcément que servir, c'est parfois le désir émane de son propre désir de changer les choses selon sa propre vision et Absolument. donc en fait, on n'est plus dans la démocratie, on est dans une sorte, bah, de dictature quelque part. J'ai le pouvoir, j'applique ma vision du monde, ça c'est dans le meilleur des cas parce que comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens aussi qui ne font de la politique que pour servir leurs propres intérêts. Ouais. Aujourd'hui, si, s'il y a un message à adresser aux partis politiques, justement pour qu'ils s'intéressent un peu plus à cette jeunesse et aux générations futures, sans vision paternaliste, dans cette optique-là d'écouter et d'être sensible aux besoins, quoique c'est très difficile d'être sensible aux besoins des jeunes dans, je sais pas moi 10-20 ans, parce qu'il faut être visionnaire et c'est très difficile d'être visionnaire avec toute la transformation technologique qu'il y a aujourd'hui. C'est très difficile d'imaginer comment demain sera fait. Alors, ces politiques-là, quel message leur adresser pour juste être à l'écoute et être bienveillant envers la jeunesse? Moi, j'ai envie de dire que parmi ces politiques, il y en a déjà qui
qui apprennent la grammaire de la jeunesse marocaine et même de la jeunesse mondiale. Parce que notre jeunesse, elle est mondialisée. Ce qui se partage sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui se passent partout dans le monde. Oui. Et tu disais tout à l'heure qu'ils savent ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient et ailleurs. Donc, je sais, et nous le savons, qu'il y a des politiques qui ne demandent qu'à apprendre cette grammaire et qui le font aussi avec les moyens qui sont les leurs, c'est-à-dire ceux d'une génération qui a grandi avec des livres, avec une ou deux chaînes de télé. On a tous Et vécu avec une ça. culture spécifique. Voilà, exactement. Donc là aussi, il faut pas leur jeter la pierre parce que c'est un apprenti. Apprendre une nouvelle grammaire, ça prend du temps et c'est difficile. Et puis il y a celles et ceux euh, qui euh, qui n'en ont cure, ça les intéresse pas et qui se disent après tout, ils vieilliront et comprendront. Mais non, non. On a d'un point de vue, j'allais dire des éléments rationnels opéré notre transition démographique. Donc maintenant, ça y est, on a un taux d'accroissement naturel qui est stable, 1,7, 1,8. Donc on sait à peu près que les familles de demain auront maximum 3 enfants. On sait ce que ça veut dire aussi. On sait donc que l'enfant prend de plus en plus de place. Donc ça devient un enfant euh, euh, soit unique, soit deux enfants, et donc il compte beaucoup. Donc l'éducation est fondamentale. Les familles marocaines s'endettent pour que leurs enfants fassent de très bonnes études. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement assez récent. Ça n'a pas 20 ans. Donc ça va évidemment transformer la société. Et la Moudawana, en fait, qui Oui, dans sa version de 2025, va donner encore plus de droits à l'enfant. voilà. Et donc, on estime effectivement que la société va se transformer grâce à ça. La société mute. Mmh. En même temps, on est en train de sortir définitivement de la société traditionnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos traditions, mais on est en train d'en sortir pour aller vers une société un peu plus liquide, comme on dit dans le jargon de la sociologie et de l'anthropologie. C'est-à-dire une société où ça circule différemment, beaucoup plus, un peu plus chaotique, où les univers et les mondes sociaux sont en train de s'organiser à leur manière, de manière organique. Certains s'éloignent les uns des autres, d'autres se rapprochent. On commence à voir émerger une sorte de nouvelle cartographie. Mmh. La place des femmes, Tout à faut fait. en parler quand même. Aujourd'hui, nous le savons, il suffit de discuter, par exemple, avec les responsables de la faculté de médecine. Ils te disent, il est probable que 60% des médecins de demain soient des femmes. Tout à C'est fait. quelque Même chose, plus. même plus, c'est quelque chose d'inédit. Et donc, ça veut dire que c'est en train de se transformer tout ça. Oui, Mais mais il y a à dire sur cette question-là, parce que d'un autre côté, il y a toujours eu beaucoup plus de femmes dans les métiers de soins. c'est C'est-à-dire le c'est c'est care, parce c'est que une la femme catégorie est son anthropologique. exactement. Oui, La mais femme là, ce est sera pas des en infirmières. soins Ce exactement. sera Oui, 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 des des médecins. patrons. Bah, je suis médecin de formation, je Voilà, c'est sais de pour ça quoi que je je, parle. c'est pour ça que Mais je t'en mais parle. mais de toute façon, c'est une réalité partout dans le monde, effectivement. C'est-à-dire que le champ est toujours ouvert aux femmes lorsqu'il s'agit de soins, mais pas lorsqu'il s'agit de prise de décision ou de technologie et tout ça. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est à prendre avec des pincettes. Ça va changer. Ça va changer On parce que croise les doigts. la décision, alors la décision, le principe décisionnel se prendra sur des métiers, j'ai envie de dire alors pour le coup, les métiers de la technocratie. Mmh. Là, nous aurons de plus en plus de femmes qui vont diriger de très grandes entreprises. Euh, ça c'est évident. Et de plus en plus, on l'observe. On a aussi, il suffit d'aller à l'UM6P pour voir que on a des étudiantes magnifiques qui vont nous donner soit des grands commis de l'État, soit des futurs leaders dans pour les entreprises marocaines, des intellectuels aussi. Donc, et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même le bénéfice de ces 20 dernières années. Mmh. Que ça soit que c'est quelque chose c'est-à-dire qui nous a été au début imposé, c'est la volonté royale. Mais et ça maintenant, on se rend compte que ça transforme la société. Et au fond, je vais te dire, euh, pour le bonheur de tous, une société équilibrée, si on pouvait nous éviter une guerre des sexes dont nous n'avons pas besoin, Tout à fait. si nous sommes dans une solidarité, j'ai envie de dire quasi ontologique entre les hommes et les femmes, pour faire monde ensemble, dans le respect mutuel, mais que souhaiter de plus?
C'est ça ce qu'on veut. Et je pense que notre civilisation nous a aussi doté des outils intellectuels et spirituels pour le faire. Mmh. Donc plutôt que d'aller se chercher des guerres dont nous n'avons pas besoin, mais plutôt de mener des combats ensemble. Par exemple, la Moudouana, la question de l'héritage, tout ça, ça c'est un combat que les hommes et les femmes doivent mener ensemble. Il y en a d'autres. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que, au fond, ce qui est peut-être une des particularités de notre société, c'est qu'en définitive, ça c'est plutôt heureux, nous aimons les luttes, nous aimons les combats, mais je crois que nous arrivons à les mener sans nous faire la guerre. Et ça, j'espère en tout cas, ne pas me tromper ou ne pas être trop idéaliste. Tu peux me corriger si tu veux, mais je crois que c'est ça aussi ce qui devrait nous caractériser. Là que veut le peuple. Driss Jeydan, merci beaucoup d'avoir Merci à toi. accepté cette C'est un invitation. honneur de parler avec toi. Merci, c'est partagé. Je te dis à bientôt. À très vite. À bientôt.